J'avais 6 ans quand la vie m'a appris que la dignité a un prix, et que parfois, ce prix se cache derrière une bienveillance silencieuse. Paris, hiver 2010. Non pas le Paris des magazines de mode, avec ses boulevards illuminés et ses cafés charmants, mais le Paris des banlieues oubliées d'Aubervilliers, où ma famille vivait dans un 2 pièces au 5e étage, sans ascenseur, imprégné d'une odeur persistante de moisis et de rêves brisés. Mon père, Jean-Luc Moreau, avait perdu son emploi à l'usine Renault de Saint-Denis, victime d'une nouvelle vague de licenciements massifs qui a déferlé sur la France après la crise financière de 2008. Ma mère, Isabelle, faisait le ménage dans le 8e arrondissement, rentrant tard le soir. Les mains gercées par l'utilisation de tant de produits d'entretien. Les yeux rougis par l'épuisement. Avez-vous déjà réfléchi à l'odeur de la pauvreté? Ce n'est pas seulement le manque d'argent, c'est aussi cette odeur de honte qui vous colle à la peau comme une fumée de cigarettes bon marché, qui vous suit dans les couloirs de l'école primaire, qui fait que les autres enfants repoussent leur boîte à lunch quand vous approchez à la récréation. C'est l'odeur du linge lavé avec du savon ordinaire au lieu de la lessive Ariel. Celle des aliments réchauffés pour la 3e fois. Celle des vieilles chaussures qui n'ont jamais été neuves. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà ressenti cela. Cette invisibilité sociale qui vous brûle de l'intérieur comme de l'acide. Et si ce récit vous touche vraiment, s'il résonne au plus profond de vous-même, aimez-le maintenant, car la suite vous amènera à remettre en question la gratitude, la gentillesse et le pouvoir transformateur des petits gestes. Cet hiver cruel, avec sa neige sale qui s'amoncelait sur les trottoirs d'Aubervilliers et son vent glacial du nord qui taillait comme des lames de rasoir, un événement se produisit qui allait marquer ma vie à jamais, qui allait creuser une plaie si profonde qu'il faudrait 15 ans pour qu'elle commence à cicatriser. C'était un mardi, je m'en souviens parfaitement, car les mardis étaient jours de PS, et je détestais ça parce que cela signifiait me changer devant les autres, exposer mon caleçon déchiré, mes côtes saillantes à force de ne pas manger assez. Je rentrais seul de l'école à pied. Ma mère travaillait et ne pouvait pas venir me chercher, traînant les pieds sur le chemin de terre qui menait à notre immeuble. Ce HLM gris et déprimant aux murs couverts de graffitis et dont l'ascenseur était hors service depuis des mois. Mes fausses baskets Adidas, achetées aux puces pour 5 €, se désagrégeaient littéralement à chaque pas. La semelle se détachait de la tige comme une bouche ouverte, exposant mes orteils au froid mordant de l'hiver parisien. J'avais les pieds engourdis d'un froid si intense qu'on finit par ne plus rien sentir. C'est près de la station de métro Aubervilliers-Pantin, sous le viaduc couvert de graffitis, que 3 garçons plus âgés, 9 ou 10 ans environ, fils de commerçants du quartier un peu plus âgés que nous, m'ont encerclé. J'en ai reconnu 2. Karim et Samir, qui fréquentaient la même école, mais dans une classe supérieure. « Hé, Moreau, le pauvre gosse !» a crié Karim en riant de ce rire cruel dont seuls les enfants sont capables. Sans filtre, sans pitié. « Regarde les baskets du clochard. On dirait un gamin des rues de la gare du Nord. J'ai essayé de passer sans m'arrêter, la tête baissée, de faire comme si je n'avais rien entendu. Mais Samir m'a barré le passage, en montrant du doigt mon pantalon en velours côtelé que ma mère avait rapiécé avec un tissu dont la couleur ne correspondait pas tout à fait à l'original. Et ce pantalon? Ta mère l'a cousu dans le noir ou elle est vraiment aveugle? Ils ont ri encore plus fort, et d'autres garçons qui passaient se sont arrêtés pour regarder le spectacle. J'ai senti la honte me monter au visage, cette chaleur insupportable qui monte de la poitrine et explose aux joues, même dans le froid de l'hiver. J'ai essayé de courir, mais j'ai glissé sur une plaque de verglas dissimulée sous la neige sale. Je suis tombé à genoux, déchirant encore davantage mon pantalon déjà rapiécé, et me raclant la peau à travers le tissu fin. Les larmes ont précédé la douleur physique, des larmes brûlantes et salées d'humiliation pure qui ont gelé sur mon visage dès qu'elles ont coulé. Les garçons riaient encore plus fort, exagérant ma chute, et je ne pouvais penser qu'à une chose. Je veux disparaître. Je veux juste disparaître. Je suis rentré à la maison en pleurs, gravissant les 5 étages à pied, car l'ascenseur en panne ne serait jamais réparé, chaque marche me paraissant insurmontable. Je me suis enfermé dans la chambre que je partageais avec mon petit frère, j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller fin à l'odeur de renfermé, et je me suis juré, avec le sérieux absolu dont seul un enfant blessé est capable, qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je sortirai de cet enfer glacial, qu'un jour je deviendrai quelqu'un.
qu'un jour, ces garçons comprendraient que je valais plus que mes baskets usées. Le lendemain matin, j'ai trouvé un sac Monoprix accroché à la poignée de notre porte. À l'intérieur, une paire de baskets Nike neuves, sentant encore le neuf, à ma taille. 3 t-shirts Lacoste, 2 pantalons en velours côtelé, le tout soigneusement plié, comme si chaque pièce était un petit miracle. Il n'y avait ni mots, ni signature. Je savais qui c'était. Madame Amélie Beaumont. Elle habitait dans le 16e arrondissement, dans un appartement haussmannien avec vue sur la tour Eiffel, mais elle rendait souvent visite à ma grand-mère Claudette, qui avait été sa femme de chambre pendant 30 ans. Amélie avait 69 ans, veuve d'un diplomate. Quelques jours auparavant, je l'avais vue contempler mes pieds meurtris. Elle n'avait rien dit, elle avait seulement souri, ses yeux bleu clair pétillants d'une compassion active. À cet instant précis, serrant cette Nike contre moi comme s'il s'agissait du Saint Graal, je me suis fait une promesse. Un jour, je la remercierai. Je ne savais ni comment ni quand, mais je savais que je devais honorer cette femme qui m'avait offert bien plus que des baskets. Elle m'avait rendu ma dignité. Mais ce n'était pas le seul geste. Dans les mois qui suivirent, des paniers garnis arrivèrent à notre porte. Du comté, du pain d'une boulangerie de renom. Les factures de gaz et d'électricité étaient mystérieusement réglées. Et mon père trouva un emploi dans un hôtel à Montmartre. Ce n'est que des années plus tard que je découvris, Madame Beaumont avait obtenu le poste. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui vous a sauvé sans chercher à faire le buzz, sans le partager sur ses stories. En 2025, alors que chacun joue la carte de la gentillesse devant les caméras, y aura-t-il encore des Amélie? Abonnez-vous, car cette histoire vous réserve des surprises. J'ai grandi en gardant ces souvenirs comme des amulettes. À 14 ans, je travaillais comme livreur à vélo pour Uber Eats, sillonnant Paris par tous les temps, pensant à elle. À 16 ans, j'ai décidé d'étudier l'architecture à l'École nationale supérieure, même si tout le monde pensait que c'était impossible pour un garçon d'Aubervilliers. Si elle avait cru en moi quand je n'étais qu'un gamin avec des baskets usées, je devais croire en moi aussi. Mes années de lycée ont été terribles. Je me levais à 5 heures du matin, j'étudiais et je travaillais jusqu'à 11 heures du soir. Mes camarades profitaient de leur jeunesse dans les boîtes de nuit du quartier Bastille. Je vivais au milieu des livres de maths et des planches à dessin. Mais je n'avais qu'un seul objectif, obtenir une bourse complète pour une prestigieuse école d'architecture. Quand j'ai reçu la lettre d'admission à l'ENSA PLV avec une bourse complète, j'ai pleuré dans le métro. 20 ans de lutte condensés dans cette enveloppe. Ma grand-mère Claudette, 83 ans, et les mains tremblantes à cause de la maladie de Parkinson, m'a serré dans ses bras en pleurant. « Tu l'as fait, ma petite. » Pendant mes 5 années d'études, je voyais Amélie de temps à autre. Elle avait vieilli, 74 ans, puis 75. Mais ses yeux conservaient ce bleu clair perçant. À chaque rencontre, elle s'enquérait de mes études avec un intérêt sincère. Elle n'évoquait jamais les dons, ne réclamait jamais de reconnaissance. Elle se contentait d'écouter mon rêve de réformer les banlieues et de dire « Continue, Raphaël. Paris a besoin d'architectes qui connaissent à la souffrance. » En janvier 2025, en dernière année d'études, à l'approche de la remise des diplômes, j'ai commencé à réfléchir à la manière de lui rendre hommage. Elle venait d'avoir 70 ans, et moi, 21. 15 ans s'étaient écoulés depuis cette Nike accrochée à la poignée de porte. Je pouvais simplement la remercier en privé, avec des fleurs et du champagne. Mais cela me semblait insuffisant pour celle qui avait bouleversé ma vie. C'est pendant un cours d'urbanisme que l'idée m'est venue. Le bal de fin d'études. Traditionnellement, chaque étudiant invitait une cavalière. Je n'avais pas de petite amie. J'avais passé les 5 dernières années à me consacrer à l'architecture, presque comme un moine. Et si j'invitais Madame Beaumont, une dame de 70 ans à un bal pour un jeune de 20 ans? On aurait ri, on aurait spéculé. Mais plus j'y pensais, plus l'idée me paraissait forte. Cette soirée serait l'une des plus importantes de ma vie. Et la personne que je désirais le plus à mes côtés n'était pas un mannequin Instagram, mais elle. J'ai passé une semaine à concevoir l'invitation. Je suis allé dans une papeterie artisanale à Saint-Germain. J'ai choisi du papier coton aux tranches dorées. J'ai écrit à la main « Madame Amélie Beaumont, ce serait un immense honneur de vous inviter à être mon cavalier au bal de fin d'études. Avec toute mon admiration, Raphaël Moreau. »
Je suis allé en personne à son appartement avenue Foch. Quand elle a ouvert la porte, j'ai sonné, le cœur battant la chamade. Elle était élégante dans son peignoir bleu clair. « Raphaël ? Entre, mon petit. » Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a ouverte de ses doigts, fins et ridés. J'ai lu chaque expression de son visage, surprise, confusion, puis émotion. « Raphaël ? Est-ce sérieux ?» Sa voix tremblait. « Oui, madame. Vous avez changé ma vie. Cette soirée célèbre un accomplissement qui n'existe que grâce à votre confiance. J'ai besoin de vous. » Ses yeux bleu clair se remplirent de larmes. Elle serra l'invitation contre sa poitrine. « Mon cher garçon, les gens vont parler. Qu'ils parlent. Je veux lui rendre hommage publiquement. Une telle bonté ne devrait pas rester tue éternellement. » Après un long moment, elle sourit. « D'accord, Raphaël, j'accepte. Et vous, avez-vous déjà eu le courage d'honorer une personne qui a changé votre vie, même si cela paraissait étrange? Avez-vous déjà osé faire le bien, malgré les préjugés? Exprimez-vous ci-dessous. La nouvelle a fuité. Paris a beau être immense, certains milieux sont très fermés. Des étudiants de l'ENSA-PLV commentaient « Moreau a invité une vieille dame ?» Les spéculations allaient à bon train, du pari à la campagne marketing. Certains m'ont interpellé. « Raphaël, sérieusement, pourquoi ?» J'ai gardé l'histoire pour moi. Vous comprendrez au bal. La nouvelle est arrivée sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a posté sur « le jeune architecte qui invite une dame de 70 ans » sur Twitter. C'est devenu viral. Des journalistes ont contacté l'ENSA-PLV, Le Parisien, Libération, France Info. Les théories prolifèrent, coups publicitaires, romances, performances artistiques. Alors, ma grand-mère Claudette a raconté la véritable histoire à un journaliste du Monde. L'article est paru 3 jours avant le bal. 15 ans plus tard, un architecte honoraire et son bienfaiteur anonyme. Paris s'est enflammé. Les commentaires ont afflué. Voilà le véritable amour. J'ai pleuré en lisant ça. Des fleurs sont arrivées à l'appartement d'Amélie, des lettres d'inconnus. Une boulangerie a proposé de faire un gâteau. Un photographe a proposé de prendre des photos gratuitement. J'étais fier, mais terrifié. Ce n'était plus seulement ma remise de diplôme, c'était un événement que Paris allait suivre. Le jour du bal, un samedi froid de mars, je me suis levé à 6 heures, alors que la soirée commençait à 8 heures. J'ai enfilé mon smoking de location. À 7 heures, j'ai pris un Uber pour l'avenue Foch avec un bouquet d'hortensias bleues. À mon arrivée, une foule s'était massée sur le trottoir. Photographes, journalistes, voisins curieux, et même une équipe de France 2. Merde. C'était devenu plus grave que prévu. J'ai pris une grande inspiration, attrapé le bouquet et suis sorti de la voiture. Des flashs crépitaient. Les questions fusaient. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai sonné. « Madame, c'est Raphaël. Je suis prêt. » Je descends. La porte s'ouvrit. Madame Amélie Beaumont apparut, telle une apparition venue d'un Paris qui croyait encore à la véritable élégance. La robe Chanel, bleu nuit, choisie avec l'aide de ses filles, flottait au gré de ses mouvements, une robe en crêpe de soie rehaussée de perles qui captait les réverbères. Ses cheveux blancs étaient coiffés en un chignon français classique, maintenu par un peigne en nacre ayant appartenu à sa mère. Un maquillage discret soulignait ses yeux bleu clair sans dissimuler les rides de 70 années bien remplies. Et le collier de saphir, un cadeau de son défunt mari. Elle était nerveuse, je le voyais bien. Ses mains serraient trop fort sa pochette Hermès, ses yeux me cherchèrent du regard parmi la foule, comme si j'étais une ancre en pleine tempête. Pendant une seconde qui s'est étirée, nous étions seuls au monde. J'ai vu le moment où elle a pris sa décision. Elle a redressé les épaules, relevé le menton, transformé sa peur en détermination. Magnifique à voir, ce changement qui disait « J'ai peur, mais on va faire ça. » Camille a-t-elle. « Madame, vous êtes magnifique. » Ophérusias Floris. « Et toi, mon cher Raphaël, tu es un vrai gentilhomme. » Je lui ai tendu le bras. Elle l'a accepté. Nous avons traversé les flashs et les applaudissements. Quelqu'un a crié « C'est magnifique !» Dans l'Uber, je l'ai regardé. « Ça va, si c'est trop ?» « Non, continuons, c'est parfait. » Le trajet jusqu'à l'hôtel particulier du Marais a duré 40 minutes, dans les embouteillages parisiens du samedi soir. Des Uber se disputant la place avec les taxis,
des scooters zigzagant dangereusement entre les voitures, des cyclistes téméraires bravant la mort à chaque coin de rue. Ces 40 minutes ont donné lieu à l'une des conversations les plus profondes et transformatrices de ma vie. Une de ces conversations qui n'ont lieu que lorsque deux âmes décident de baisser leur garde et de se dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons parlé des 15 années écoulées depuis que cette chaussure Nike était accrochée à la poignée de porte. Elle a avoué, avec une honnêteté désarmante, qu'elle n'avait jamais imaginé que ses gestes auraient un impact aussi durable. Pour moi, Raphaël, c'était tout simplement naturel. Comme respirer, tu comprends? Voir un enfant souffrir, une famille en difficulté. Comment aurais-je pu rester les bras croisés? J'en avais les moyens, j'en avais le privilège. Aurait-il été moral de rester les bras croisés? Sa voix portait cette douce culpabilité que les personnes privilégiées et conscientes portent toujours, ce poids de posséder quand les autres n'ont pas. Je lui ai expliqué que c'était précisément cette spontanéité, cette bonté désintéressée qui la rendait extraordinaire. Dans un monde d'influenceurs qui font de la charité pour Instagram, madame, en publiant des photos avec des enfants pauvres pour récolter des likes, vous le faisiez par pur amour. Sans caméra, sans applaudissements, sans rien attendre en retour. Vous semiez la bonté comme on plante des arbres, sachant que leur ombre profitera à d'autres. À notre arrivée, la scène était surréaliste. Le bâtiment du XVIIIe siècle était illuminé, mais la foule l'était encore plus. Il y avait non seulement des invités, mais aussi des curieux, d'autres journalistes, des personnes âgées avec des pancartes « Merci, Madame Beaumont ». Nous sommes sortis du Uber, la foule a applaudi chaleureusement, sans ironie. J'ai de nouveau proposé mon bras. Nous avons remonté le tapis rouge. Quelqu'un a chanté « La vie en rose ». Vous pleurez? Moi, oui. Les larmes coulaient sur mes joues, tandis que j'accompagnais cette femme à travers cet océan d'amour. Si cela ne vous convainc pas de la bonté, je ne sais pas ce qui le fera. Aimez cette publication si elle vous a touché ou... À l'intérieur, la salle était métamorphosée. Lustres en cristal, plans architecturaux, 200 personnes. Notre entrée laissa place au silence, puis aux applaudissements. Tous se levèrent pour applaudir. Amélie rougit. Je lui tenais la main et la guidais à travers la foule. Des professeurs, au loin, lui serrèrent la main. « Madame, c'est un honneur. » Une collègue prit Amélie dans ses bras, en larmes. Nous nous sommes assis. J'ai présenté Amélie à mes amis, Thomas, Leïla et Antoine. Elle a parlé de leur projet, ri de blagues sur les professeurs. Le dîner a été servi. Terrine de légumes, suprême de poulet, île flottante. Le vin de Bordeaux coulait à flot. De temps en temps, je vérifiais si elle était bien installée. Toujours ce sourire. Je vais bien. Profite. Après le dîner, le metteur en scène est monté sur scène. Il a parlé du groupe, puis a dit « Raphaël Moreau, rejoignez-moi ». Mon cœur s'est emballé. Je suis monté sur scène, j'ai pris le micro. Bonsoir à tous, avant de parler d'architecture, j'aimerais parler de tennis. Rire nerveux. En 2010, j'avais 6 ans à Aubervilliers. Mon père avait perdu son emploi. J'allais à l'école avec des Adidas contrefaites et usées. Un jour, j'ai été humilié. Je suis rentré chez moi en pleurant, invisible. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé des Nike neuves devant ma porte. Sans un mot, juste de la pure gentillesse. Un silence absolu. Ce geste de bonté est venu d'une femme présente ce soir, qui a vu un garçon souffrir et a simplement agi. Sans Instagram, sans rien attendre en retour. Elle a juste fait ce qu'il fallait. Je me suis retourné et lui ai tendu la main. « Madame Beaumont, voulez-vous bien me rejoindre ?» J'ai perçu une hésitation, mais Leïla l'a encouragée. Amélie est montée à l'étage avec l'aide de Thomas. J'ai pris sa main froide et tremblante et l'ai serrée fort. Cette femme ne m'a pas seulement donné des baskets. Elle a payé nos factures, trouvé du travail à mon père et nous a apporté à manger. Elle nous a sauvés. Ma voix s'est brisée. Mais surtout, elle m'a appris que construire, ce n'est pas seulement du béton. C'est créer des liens entre les gens. Madame Beaumont a construit un pont qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Je l'ai regardée, oubliant les caméras, la foule. J'aurais pu inviter n'importe qui, mais je voulais la femme qui m'a appris que la gentillesse a du pouvoir. Je voulais lui rendre hommage publiquement, car les personnes comme elle méritent d'être célébrées. Car en 2025, dans une France divisée,
Il est essentiel de se souvenir que les petits gestes peuvent changer des vies. Les larmes coulaient sur son visage. « Madame, merci. Merci d'avoir cru en un garçon invisible. Ce diplôme est autant le vôtre que le mien. Sans vous, je n'y serais jamais arrivé. » Toute la salle se leva. Une ovation spontanée. Non pas des applaudissements polis, mais une ovation faite de cris, de sifflets et de larmes. Le professeur Lacroix pleurait. Leïla et Sabine s'étreignirent en sanglotant. Antoine s'essuya les yeux. Amélie m'a serré dans ses bras. Une étreinte serrée et désespérée, pleine de gratitude mutuelle. Dans cette étreinte, 15 ans de silence se sont dissous. Je murmurai « Je ne vous oublierai jamais ». Elle répondit, la voix étranglée par l'émotion « Et moi, je suis si fier de toi ». L'ovation se poursuivit. On embrassait Amélie, la remerciant d'exister. Le reste de la soirée fut une célébration non seulement de la remise des diplômes, mais aussi d'un moment historique. J'ai dansé avec elle, une valse maladroite mais parfaite. Thomas a dansé avec elle, Leïla aussi, même Lacroix. À chaque interaction, elle rayonnait. Sabine m'a pris à part. « Raphaël, tu lui as donné de l'importance. En 70 ans, combien de personnes ont dit que sa vie comptait ?» Ces paroles m'ont touché. J'avais pensé la remercier. Mais peut-être qu'Amélie en avait autant besoin que moi. Dans une société qui marginalise les personnes âgées, je l'avais mise en lumière. Cette femme compte. À 2 heures du matin, j'ai appelé un Uber pour la ramener. Elle était épuisée mais rayonnante. Dehors, sous le ciel clair de Paris, je l'ai aidée à entrer. Avant de refermer la porte, elle m'a serré la main. « Raphaël, je n'ai pas de mots. Merci. »« Non, madame, merci à vous. Parasambre. » Et la Béjou m'y atteste. « Va vivre ta vie, construis des ponts. » Je le ferai, promis. Le Uber est parti. Je suis resté là, au beau milieu du marais, à 2 heures du matin avec le sentiment d'avoir accompli une sorte de rite de passage transformateur. Avez-vous déjà rendu hommage à quelqu'un qui a changé votre vie? Avez-vous déjà eu le courage de faire quelque chose d'inimaginable parce que c'était juste? Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Aimez-la. Abonnez-vous. Car des histoires comme celle-ci doivent se multiplier, petites, simples, mais capables de transformer le concret en vie. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit grand bruit. La vidéo du discours devint virale. 5 millions de vues en une semaine. Le Monde en fit un article. France Inter m'interviewa. Amélie et moi participâmes à l'émission d'information de 20 heures pour raconter l'histoire à des millions de téléspectateurs. Les réactions ont été extrêmement positives. Des témoignages ont commencé à émerger d'anges gardiens anonymes. Le hashtag « Merci quand même » a été en tête des tendances pendant des semaines. À Aubervilliers, la mairie a rebaptisé une place « Place de la Bonté » et y a apposé une plaque commémorative. Les associations caritatives ont constaté une forte augmentation des dons. À 70 ans, Amélie a découvert une nouvelle vocation. Elle a travaillé pour une ONG spécialisée dans le logement social. Raphaël m'a rappelé que ma vie a un sens. Pour moi, ça a changé la donne. J'ai reçu des offres de grandes entreprises, des salaires à 6 chiffres. Mais ça paraissait trop beau pour être vrai. Je suis retourné à Aubervilliers et j'ai ouvert un studio spécialisé dans la rénovation de logements sociaux. Des conseils gratuits pour les familles de banlieue. Ce n'était pas rentable. Je vivais dans un studio à Belleville et je mangeais des nouilles instantanées. Mais je vivais avec un but. Amélie venait souvent à l'atelier, apportant des pâtisseries et des conseils. Une véritable amitié, une affection mutuelle sont nées entre nous, prouvant que l'amour n'a pas besoin d'être romantique pour transformer. 3 ans plus tard, en 2028, notre premier grand projet était inauguré. La HLM rénovée d'Aubervilliers, avec des jardins partagés, une isolation performante et des panneaux solaires. Amélie l'avait cofinancé. Lors de l'inauguration, je lui tenais la main. « C'est grâce à toi. » Elle me serra la main, les yeux brillants. « Non, c'est grâce à toi. J'ai semé la graine. Tu as cultivé le jardin. » L'histoire continue de marquer les esprits. Des étudiants me contactent pour me demander conseil. Amélie reçoit des lettres chaque semaine. La place de la Bonté est devenue un lieu emblématique où notre histoire est une légende vivante. Car au final, il ne s'agissait pas d'un garçon ou d'une femme. Il s'agissait de ce qui se produit lorsque la bienveillance rencontre la gratitude,
lorsque les générations se connectent grâce à la compassion, lorsque nous choisissons de voir l'humanité. Il s'agissait de prouver qu'en 2025, les liens authentiques ont encore un pouvoir transformateur. Quelle est votre histoire de bonté? Qui était votre Madame Beaumont? Et pour qui pouvez-vous l'être aujourd'hui? Commentez, partagez, mais surtout, agissez. Car le véritable hommage ne se mesure pas au « j'aime ». Il s'agit de pratiquer la bonté radicale dont Amélie a fait preuve. Et voilà. Comment une invitation inattendue a paralysé Paris et semé des graines qui continuent de germer. Le résultat? Il s'écrit encore, dans chaque geste de bonté, dans chaque pont construit, dans chaque vie transformée. Merci d'avoir écouté. Maintenant, va construire tes propres ponts.